Bonjour. Toujours dans le cadre du module pétrographie sédimentaire, plus exactement la mise en place des constituants sédimentaires détritiques, on va traiter les structures présédimentaires. Donc ces structures sont générées par un effet d'érosion sur le fond, par les courants ou par l'entraînement d'objets qui vont donner les scours et les grooves. Ces structures sont reconnaissables en surface d'un dépôt. Là, nous avons le toit d'une strate qui dessine une structure de type groove que je vais matérialiser ici par un triangle. Dans ce cas, on parle d'empreinte. Si ces structures apparaissent dans la strate qui suit, je vais la matérialiser ici en vert. La structure ici en creux va apparaître en contre-empreinte au niveau de la strate supérieure. Ce sont d'excellents indicateurs de polarité sédimentaire qu'on reconnaît la base et le sommet grâce à ces structures et également un indicateur de paléocourant à l'origine de ces structures. Voyons en détail quelques exemples de structures présédimentaires. Elles sont nombreuses et diversifiées, mais j'en ai choisi l'essentiel. Tout d'abord, les figures d'affouillement qu'on appelle les scours. On va prendre comme exemple les floutes. Alors, il s'agit principalement de figures d'érosion, généralement en creux, qui sont produites à la surface des strates par un courant turbulent chargé de particules en suspension. Le dépôt du sable de la strate en formation, strate suivante, donne un moulage en contre-empreinte qu'on appelle les castes. Donc, on a des flute marks lorsqu'il s'agit d'empreintes et de flute castes lorsqu'il s'agit de contre-empreintes. Ces structures apparaissent souvent à la base des blés. Donc là où nous avons une strate, un peu à l'envers, donc la base de la strate laisse voir ces flutes castes, puisqu'ils sont en contre-empreinte. Ils indiquent le sens du coron par leur forme allongée avec une pointe de V qui peut nous indiquer le sens du coron ou du paléocoron plus exactement. Autre structure, ce sont les tool marks et les tool cast marks. Ce sont
les empreintes. Castes, c'est lorsqu'il s'agit de contre-empreintes. Donc, ce sont également des figures sous forme de cannelures allongées et observables au sommet des strates ou à leur base. Ils sont généralement générés par des objets entraînés sur le fond par un courant. Et ils indiquent plutôt la direction d'un courant. Là, par exemple, vous avez deux directions de paléocourant qui correspondent à deux familles de cannelures. Sur cette strate, on voit plutôt la base de la strate avec cette forme en cannelure plus ou moins allongée qui indique la direction du paléocourant. Ici, nous sommes dans le cas d'une contre-empreinte. Donc, il s'agit de pool cast. Toujours dans le cadre de la mise en place des constituants sédimentaires détritiques, on va voir les structures synsédimentaires. En fonction du régime d'écoulement du fluide et de la granulométrie du sédiment, on distingue des formes de litage, encore appelées bedforms, et sont développées en contexte sableux et résumées dans le diagramme de Allen, ici simplifié. Donc, c'est un diagramme avec en abscisse le diamètre moyen des particules, ici en millimètres, et en ordonnée la vitesse moyenne de l'écoulement en centimètres par seconde. Tout d'abord, en régime hydrodynamique inférieur. Nous avons le litage plan inférieur. Il est constitué de lamines sableuses claires qui se succèdent avec des lamines silto-argileuses en teinte sombre et produites bien sûr par décantation. Toujours dans la même grandeur de vitesse, mais dans un sédiment plus fin, on a la récurrence des rides de courant. Une ride de courant se présente ainsi, un versant amont, un versant aval et une dissymétrie par rapport à la crête de la ride. Le versant amont est encore appelé versant d'avalanche. À une certaine hauteur de la ride, on a l'apparition de nouvelles rides, donc un certain train de rides. Donc sur la photo, nous avons le versant amont, le versant d'avalanche, ainsi de suite. À l'intérieur de chaque ride, on a une succession de lits ou de lamines qui se succèdent. Lorsqu'on augmente la vitesse moyenne de l'écoulement, on voit apparaître de nouvelles structures qui sont les mégarites. La photo de terrain montre
une mégaride sont en quelque sorte des rides géantes. Donc, c'est une question de taille avec toujours un versant amont et un versant d'avalanche. Quand la vitesse moyenne de l'écoulement diminue, on voit apparaître des rides sur le versant amont de la mégaride. En dernier lieu, et avec une vitesse moyenne de l'écoulement assez importante, donc un régime hydrodynamique supérieur, on va voir un litage plan de haute énergie. Là, nous avons un sable de plage avec ce litage plan supérieur. La mise en couche des formes de litage dessine des faisceaux séparés par des surfaces enveloppes ou surfaces limites. Ces surfaces sont généralement dues à l'érosion par un fluide ou par l'arrêt temporaire de dépôt. La superposition du faisceau dessine la stratification. Je vais prendre comme exemple les mégarides, en commençant par les mégarides à crête sinueuse, comme c'est le cas ici, voire linguide dans ce deuxième cas. Les deux types de mégarides dessinent à peu près les mêmes types de stratification. Donc, au niveau d'une strate, j'ai les faisceaux ici en rouge, les limites de faisceaux rentrent en intersection, et à l'intérieur du faisceau, j'ai un litage. Un litage de type arqué. Donc, c'est une stratification entrecroisée avec faisceau à litage arqué. À ce niveau, j'ai toujours une stratification entrecroisée avec faisceau à l'étage en auge. Ces mégarides, encore appelées dunes 3D, résultent de la migration sous un courant unidirectionnel. Donc, d'excellents indicateurs de paléocourant. Sur la photo, j'imagine d'une façon un peu grossière les limites des faisceaux. Le litage interne de chaque faisceau. Pour ce qui concerne l'autre type de mégarides, les mégarides à crête plus ou moins rectiligne, ce genre de mégaride dessine
une stratification plane, oblique, avec faisceau à l'étage en plan incliné. Je dessine ici les limites de faisceau. Le litage interne de chaque faisceau. Ce genre de mégaride, encore appelé dune de D, migre également sous l'effet d'un courant unidirectionnel. Sur le terrain, on peut essayer d'esquisser ce type de stratification. Plane oblique, et les faisceaux montrent un litage interne en plan incliné. On va voir d'autres types de stratification et litage. Alors là, nous avons un faisceau à litage plan horizontal, un litage de rides de courant, et de nouveau un faisceau à l'étage plan parallèle. Autre type de stratification, ce sont les stratifications entrecroisées avec des faisceaux à l'étage biréversé, puisque les plans inclinés se font dans les deux sens. Donc, stratification entrecroisée avec des faisceaux à l'étage en arête de poisson, l'étage bidirectionnel ou l'étage biréversé. La stratification entrecroisée à l'étage de rides de vague, on a vu les rides de courant, qui sont des rides désymétriques. Ici, les rides sont symétriques. Le litage interne des rides il peut être ou disposé dans deux sens. Nous sommes dans une dynamique de vague. Le courant induit est un courant à caractère oscillatoire. Donc, on a une sorte de va-et-vient du sable dans les deux sens. Dernier type de stratification, stratification de marée. Là, la stratification, elle est composite, puisqu'on a du sable qui alterne avec des siltes et argiles. Lorsque ce sont les sables qui dominent, on parle de
Lazar Bidin. Dans le cas contraire, où les silt dominent, on parle de lenticular Bidin, avec un état intermédiaire, les wavy Bidin. Les sables montrent généralement un litage de rides de vagues. Pour les structures sédimentaires observées, cette fois-ci dans les dépôts grossiers, granules, graviers, galets, l'érudite en général. Nous avons en premier lieu le granoclassement. Un granoclassement normal avec des particules grossières à la base devenant moins grossières vers le sommet, ou un granoclassement inverse où la fraction plus ou moins fine passe vers une fraction plus grossière. Sur la photo ici, nous avons des granoclassements normaux. Généralement, on met un signe positif. Dans l'autre cas, ici par exemple, nous avons un granoclassement inverse. Pour ce qui concerne l'orientation des galets, on a vu en morphométrie que les galets présentent un axe principal ou l'axe long. Selon la disposition de cet axe vis-à-vis du sens du courant, on a deux dispositions particulières. La première, lorsque l'axe principal du galet est perpendiculaire au courant, c'est le cas qui se présente ici sur la photo. Nous avons l'axe des galets, le courant qui est perpendiculaire à cet axe. Dans cette disposition, on a généralement ce qu'on appelle une imbrication des galets. Dans le cas contraire, lorsque l'axe du galet est parallèle au courant, on a ici, là, sur cette photo, l'axe principal du galet, des galets encore une fois imbriqués, et que le courant cette fois-ci, il est parallèle au grand axe des galets. On va terminer avec la mise en place des constituants sédimentaires détritiques avec d'autres structures sédimentaires particulières et bien sûr les structures tardives sédimentaires. Tout d'abord, les structures sédimentaires de type témoin de l'activité organique. Tout d'abord, les traces de racines. Les traces de racines sont associées à des paléosols dans des environnements continentaux de type fluviatile, voire même deltaïque. Elles sont un critère de polarité, mais également
de paléogéographie et de paléoenvironnement. Sur cette photo, on peut voir les traces de racines, par exemple dans des dépôts de plaine alluviale. Ils peuvent être réduits à des concrétions carbonatées au sein d'une strate. Autre type d'activité organique, nous avons les traces de déplacement. On peut en citer, par exemple, les traces de pas de vertébrés, notamment les dinosaures. D'autres traces également, cette fois-ci de terriers. Elles se résument généralement sous le terme d'ichnofacies. Ils sont nombreux, assez diversifiés, et je vous laisse le temps de voir les différents types d'organismes, aussi bien terrestres que marins, qui se développent en fonction des conditions énergétiques du milieu, mais aussi de la bathymétrie, la profondeur. Pour finir avec les structures sédimentaires, on va voir quelques structures tardives sédimentaires. Elles sont nombreuses, j'en ai choisi deux, les figures de charge et les convolutes. Les figures de charge se développent généralement au niveau du mur de la strate, de certaines couches sableuses superposées à des couches argileuses plus ou moins hydroplastiques. Ce sont, comme on le voit ici sur la photo, des protubérances à la base de la strate, gréseuse bien sûr, et au-dessus d'une strate ici argileuse. Ce sont également un excellent indicateur de polarité sédimentaire. Pour les convolutes, ce sont des structures hydroplastiques qui consistent en un plissement ou déformation souple du litage. Dans cette strate, par exemple, on a des déformations du litage interne sous forme de convolutes. Le matériel sableux est gorgé d'eau et ces structures sont généralement liées à un processus d'échappement d'eau suite à une instabilité du substrat par l'effet de la gravité, par exemple, ou des chocs sismiques. Je vous remercie et à très bientôt.